bonsoir. 12 ans après le dernier recensement général de la population et de l'habitat au Togo, le système statistique national devra procéder à l'actualisation de l'information statistique et produire des données relatives aux nouveaux enjeux de développement. Et c'est dans ce cadre, et par décret du 10 décembre 2018, le gouvernement a décidé de la tenue du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Un recensement donc qui démarre officiellement le 23 octobre prochain. Alors, pour vous situer, nous parler justement des préparatifs de ce recensement, du déroulé de ce recensement et surtout des différents acteurs impliqués dans cette opération, nous avons sur ce plateau spécial recensement, spécial 5e recensement, des techniciens, mais également des leaders religieux et traditionnels. Nous avons sur ce plateau donc M. Souradji Fankeba. Il est le chef du bureau central du recensement, directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSED. Monsieur Fankeba, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également le représentant des partenaires de ce 5e recensement. Il s'agit de monsieur Kanazogo Kossi Mensa. Il est chargé de programme population et développement à l'UNFPA Togo. Monsieur Mensa, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons également Toby Djidjoli Detu 10. Il est le chef canton d'Aflao Gakli, rapporteur du Conseil national des chefs traditionnels du Togo. Toby, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et nous avons également le vice-président de l'Union musulmane du Togo, président de l'Association des confessions religieuses du Togo pour la santé et le développement. Il s'agit de professeur Bouraïma Boukari. Professeur Boukari, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, merci, chers invités, d'être sur ce plateau pour nous parler justement de ce 5e recensement qui démarre officiellement le 23 octobre prochain. Alors, monsieur Fankeba, je vais commencer avec vous. C'est vrai que nous parlons de recensement, 5e recensement et tout. Mais dites-nous, qu'entend-on par recensement concrètement? Ok, merci madame. Vous avez déjà planté le décor. Enfin, le recensement général de la population, c'est d'abord une collecte de données qui consiste à compter de façon systématique la population d'un territoire donné à un moment donné. Et au cours de ce comptage, on collecte également les informations sur l'habitat, dans le but de déterminer, dans le but d'avoir une idée sur les conditions dans lesquelles sont logés les Togolais. Okay. Donc, sur le recensement général de la population, c'est en fait la plus grosse opération de collecte de données dans un pays qui permet d'avoir des informations exhaustives sur une population. C'est pour cette raison que les Nations Unies ont recommandé à ce que tous les pays fassent un recensement général de la population au moins une fois tous les 10 ans. Et c'est en s'inscrivant dans cette logique, dans cette dynamique, que le Togo a réalisé déjà 4 recensements généraux de la population depuis son recensement. Le premier a été réalisé en 1960, le deuxième en 1970, le troisième en 1981 et le quatrième en 2010. Il faut aussi noter que le recensement est une grosse opération qui se prépare pendant longtemps, pendant au moins 5 ans, et ça mobilise autant de ressources humaines, financières et techniques. Et pour ce 5e recensement général de la population, dont le déroulement est prévu du 23 octobre au 12 novembre, nous sommes dans le processus avec beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, que nous tenons à remercier sur ce plateau. Dont l'UNFPA est représenté donc par M. Mensa. Alors, M. Mensa, c'est vrai qu'on a compris donc, que c'est une grosse opération, mais dites-nous, pourquoi l'UNFPA soutient une telle opération? Merci beaucoup, Mme Atigakou. Vous savez, l'UNFPA a d'abord pour mandat de s'occuper des questions de population en lien avec les questions de développement. Et donc, pour ce faire, il est important d'avoir des données exactes, fiables et actualisées sur l'effectif de la population, sa répartition suivant différentes caractéristiques, par sexe, par âge, par subdivision administrative, afin de pouvoir programmer des actions de développement qui répondent aux besoins de cette population-là. Donc, les Nations Unies en général, depuis 1958, accompagnent les pays pour la réalisation des recensements et recommandent à ce que ces recensements se fassent au moins tous les 10 ans, comme l'a dit le directeur tout à l'heure,
Et donc, l'UNEP est dans son rôle régalien d'accompagner le gouvernement togolais. Il l'a toujours fait par tous les recensements passés, pour que nous puissions disposer de données actualisées, fiables et désagrégées sur l'ensemble de la population. C'est la seule opération qui touche chaque individu, quel que soit son âge, même du bébé qui est né aujourd'hui jusqu'au patriarche le plus âgé. Chaque individu est compté et on requiert des informations concernant ces individus suivant différentes caractéristiques, y compris les conditions de logement. Donc, c'est agréable de voir pour l'UNEP d'être dans son rôle. C'est pourquoi l'UNEP est désigné par le gouvernement comme chef de file des partenaires techniques et financiers qui accompagnent tout ce processus-là pour que nous puissions avoir des données pour la planification économique et sociale qui soient basées sur l'évidence et assurer un bon suivi sur des indicateurs fiables qui rendent compte des efforts de développement que le pays mène. D'accord. Alors, Toby, on parle de recensement. Nous savons que vous avez été impliqué dans les préparatifs. Vous avez rencontré le ministre d'État en charge de la décentralisation qui vous a entretenu, vous, en tant que chef traditionnel, sur le recensement. Alors, dites-nous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez compris ou retenu de l'importance du recensement? Bien, merci, Madame Anita. Et effectivement, c'était le 14 octobre passé, et le ministre d'État, notre ministre tutelle, a eu à nous rencontrer. Il s'agit de tous les présidents et les vice-présidents des conseils régionaux, des cinq régions. Donc, ce vendredi passé, nous étions avec le ministre d'État et avec le ministre Pré et les techniciens de l'INSEAD qui nous ont entretenus sur l'importance du recensement. Et c'est d'ailleurs au cours de cette rencontre que nous avons réalisé l'importance de par tout ce qu'ils nous ont expliqué sur l'importance du recensement de la population et de l'habitat. Et je crois qu'ils ont très bien fait d'associer la chefferie traditionnelle et les leaders traditionnels, surtout pour ce qui concerne la mobilisation de nos populations à s'approprier cette opération. D'accord. Et Toby, justement, nous allons revenir vers vous tout à l'heure pour voir ce qui a été fait concrètement. Si je prends l'exemple du canton d'Aflao-Gakli, ce que vous avez fait concrètement pour mobiliser les populations avant le démarrage de dimanche. Alors, professeur Boukari, au niveau des confessions religieuses aussi, disons, si on prend l'Union musulmane du Togo, après la rencontre avec le ministre Boupessi de la décentralisation la dernière fois, alors qu'est-ce que vous avez retenu comme message et que vous avez transmis, disons, aux fidèles musulmans? Tout d'abord, je voudrais remercier les initiateurs de ce recensement parce qu'il s'agit d'une action très importante pour tout pays. S'agissant des leaders religieux, ce recensement est venu renforcer notre position et nous encourager à mieux faire. Parce que déjà en 2014, dans nos activités, les leaders religieux, tous confondus, ont élaboré un document qu'on a appelé rapide. On l'a fait avec les partenaires. C'est un document qui regroupe les ressources pour l'analyse de l'impact de la population sur le développement. Et nous avons même des documents qui aujourd'hui vont nous servir parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui ont été repris ou répétés lors de notre rencontre le vendredi passé. Donc, pour les religieux, c'est une continuation. Nous sommes très heureux d'avoir été invités. Et pour les religieux, il s'agit de continuer notre travail de sensibilisation. Et professeur, dites-moi, peut-être vous avez déjà eu à rencontrer les fidèles depuis vendredi dernier? Depuis vendredi dernier, nous élaborons les programmes. Bon. Comme je viens de le dire,
les leaders religieux ont leur cadre, qui est un cadre que je peux dire quotidien, hebdomadaire. Il suffit qu'on lance le processus au niveau des musulmans, des catholiques, maintenant, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les temples ou les églises, le programme est fait et chaque leader religion va répète passer le processus. message. Voilà. Donc, Alors, pour nous, le cadre est là, oui, il suffit de le lancer de le et lancer. ça va aller. Oui, alors professeur, peut-être avant de vous laisser souffler, quel est le message si, lorsque le processus sera lancé, alors quel message vous allez apporter aux fidèles? Si je prends l'exemple des musulmans, dans les mosquées, qu'est-ce que les imams vont dire aux populations et de l'importance du recensement? Très bien. Au niveau de l'islam, ce serait un rappel. Ce n'est pas la peine de citer, il y a un grand hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que on doit connaître le nombre des hommes qui vivent dans un pays, ce qu'ils font, les catégories, etc. Donc, la première des choses, ce serait de rappeler aux gens cet hadith-là. Deuxièmement, ce que nous aurons à leur dire, c'est que ce qu'on va leur demander, qu'ils n'aient pas peur, parce que c'est dans leur propre intérêt. La population, quand on pose certaines questions, on tique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Donc, c'est la première des choses. Convaincre les gens, les questions que vous seront posées sont des questions qui ne sont pas agressives. Au contraire, c'est pour votre mieux-être, c'est pour le vivre ensemble. Et ça, pour l'intérêt du pays. D'accord. Et là, on donnera beaucoup d'exemples. Tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup, professeur. Je reviendrai tout à l'heure vers vous également pour aller en détail justement de ce qui sera fait, comment le message sera transmis et aux fidèles et aux populations. Donc, quand on parlera avec le chef traditionnel Togbi Didjoli. Alors, monsieur Fankiba, je reviens vers vous tout à l'heure avec monsieur Mensan. Vous nous parliez de cette périodicité, on va dire, du recensement, maximum 10 ans. Alors, on a compris que le dernier recensement, c'était en 2010. Aujourd'hui, on est en 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est à 12 ans. Ok, merci. C'est une question pertinente. Vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question. Elle nous a été déjà posée quelque part. En fait, la raison elle est très simple. Normalement, après le recensement de 2010, le suivant devait se faire en 2020. 2020. Mais nous connaissons tous qu'en 2020, le monde entier a été victime, bon, comment je sais pas, il y a la Covid qui s'est invitée. Et qui a déjoué tous les programmes. Tous les programmes, ça qui a fait qu'on a accusé un petit retard de 2 ans. D'accord. Donc, la raison, elle est connue et, disons, on va dire qu'elle est acceptée par tous. Alors, M. Fankiba, dites-nous, quelle est la particularité de ce 5e recensement qui va s'ouvrir bientôt? Oui, quand on parle de particularité de RGPA 5, c'est qu'on veut le comparer avec les précédents. Les précédents, justement. Et comme je le disais tantôt, le Togo a déjà réalisé 4 recensements généraux de la population. Et les 4 recensements ont été faits essentiellement à partir des questionnaires papier. Okay. C'était les questionnaires papier qu'on avait utilisés sur le terrain. Et les agents recenseurs prenaient les informations des ménages sur les papiers. Et après la collecte de données, il fallait recruter les agents, codifier les informations, passer à la saisie. Et cela traînait un peu le programme. C'est-à-dire ça retardait un peu la publication des résultats. C'est pour cette raison que les Nations Unies ont institué, dans la série 2020 des recensements généraux, la numérisation. Donc le RGPS 5 est essentiellement numérique, entièrement numérique, avec l'utilisation des tablettes, depuis les travaux cartographiques jusqu'au dénombrement principal. Donc la particularité, c'est l'utilisation des tablettes et les techniques de l'information et de la communication. Ok.
je ne vais pas vous demander à vous, enfin, ce que ça va apporter, mais plutôt à M. Mensan, parce que c'est disons, le patron des partenaires. Alors, M. Mensan, en acceptant ou bien en optant pour ce type, ce procédé-là, dans le du 5e recensement, quel est l'avantage en numérisant l'opération? Qu'est-ce que cela va apporter? Merci beaucoup. Comme l'a dit le directeur tout à l'heure, c'est une grande recommandation des Nations Unies pour la série des recensements qui se tiennent entre 2015 et 2024, qu'on appelle série 2020 des recensements, de passer au numérique. Le numérique nous fait gagner sur plusieurs plans. D'abord, comme il a dit tout à l'heure, l'agent recenseur n'est plus contraint de prendre un papier, remplir au stylo un papier qui peut être mouillé par la pluie ou bien qui peut tomber dans l'eau quelque part. Et puis après la collecte sur le terrain, il faut mettre 2 à 3 mois pour faire la saisie manuelle, ce qui retarde le délai de production des résultats. Alors que pour le numérique, maintenant, c'est à base de tablettes. Au fur et à mesure que la collecte se fait sur le terrain, les données sont transférées automatiquement sur un serveur central. Ce qui fait que quelques jours après le dénombrement, on peut déjà avoir les tout premiers résultats. Okay. Ça, c'est l'un des avantages, c'est la célérité. Voilà. D'autre part, ça permet d'économiser sur le budget même de l'opération, parce que quand on mettait plus de temps, 2 mois, 3 mois pour faire la collecte et la saisie, c'est du personnel qui est payé. Donc ça a un intérêt sur le coût de l'activité. Et puis, la sécurisation des données, le contrôle qualité, parce qu'avec les tablettes, le programme de collecte et de transfert de données a des niveaux de contrôle qualité qui fait que beaucoup d'erreurs qui pourraient être commises sur le terrain pourraient être évitées. Par exemple, quand l'agent est en train de saisir les informations, s'il met une information qui est aberrante, le programme lui dit non, tu avais dit comme ça ici, tu ne peux pas avoir ceci. Par exemple, un enfant de 3 ans ne peut pas être chef de ménage, par exemple. Voilà. Ou bien, si tu as saisi, tu veux saisir 33 ans, tu as plutôt mis 3 ans. 3 ans. Alors qu'après, quand on dit qu'il est marié, il a des enfants, 3 femmes, 5 femmes, on dit non, il y a incohérence, il faut aller corriger. Donc, M. Mensan, ça voudra dire que peut-être dans les recensements précédents, on a eu ces cas-là. Oui, il y a des cas comme ça, il faut aller rechercher, questionner et corriger l'information. Ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, le contrôle qualité est assuré depuis le terrain. Et donc, c'est beaucoup d'avantages qu'on a pour d'abord avoir les données en temps record et économiser les ressources et puis avoir des données de plus forte qualité. C'est pour cela que les Nations Unies ont mis en place un fonds d'appui au recensement. Et c'est à travers ces fonds-là que la CEA, par exemple, a pu bénéficier de ces fonds pour appuyer le Togo avec les 15 000 tablettes qu'on nous a octroyés pour pouvoir faire cette opération. C'est la première du genre en Afrique. La CEA met en place un hub pour appuyer les pays qui ont fait le recensement avec les tablettes. D'accord. Monsieur Fankiba, on est sûr de la fiabilité de ces tablettes? Elles ne vont pas tomber en panne, rien du tout? Oui, la fiabilité, ces tablettes ont été déjà auditées. Il y a une mission de la CIA qui est venue auditer les tablettes. Donc le matériel a été vérifié. Tout est bon, tout est fin prêt. L'application aussi que nous allons utiliser est aussi fin prêt. Donc nous sommes pratiquement prêts pour le démarrage. Mais je voulais quand même ajouter l'un des avantages de la numérisation du recensement. C'est que, comme il a dit, depuis le terrain, les agents peuvent envoyer les données sur un serveur installé à Lomé via l'Internet. Et à partir d'un outil qu'on a mis en place, qu'on appelle le tableau de bord, nous, depuis Lomé, on peut suivre l'évolution du travail sur le terrain au niveau de chaque agent et corriger s'il y a des erreurs, faire retourner les agents sur le terrain pour le corriger avant de nous transférer des nouvelles données de qualité. Donc c'est pour vous dire que l'assurance qualité est plus ou moins au rendez-vous pour les recensements numériques. D'accord. Alors, M. Fankiba, dites-nous alors, c'est vrai que au départ, pour commencer, vous avez expliqué c'est quoi un recensement. Maintenant, dites-nous, quelle est
l'objectif réel de ce 5e recensement-là aujourd'hui? Oui, comme tout recensement, le premier objectif, c'est de connaître la population du pays. Ça, c'est le tout premier recensement. Et cet objectif, ça dit que, en connaissant la population du pays, c'est qu'on peut l'avoir aussi selon les différentes subdivisions administratives. On peut avoir une répartition géographique de cette population. Ça dit qu'à la fin de ce recensement, on aura la population de chaque région, la population des différentes communes, cantons, même jusqu'au hameau. Chaque village aura une idée sur sa population. On pourra avoir également la population selon certaines répartitions, tenant compte de certaines variables démographiques. On peut avoir la population des femmes, la population des enfants. Aussi, nous allons aussi, à l'issue de ce recensement, avoir des informations sur les caractéristiques de l'habitation, comme je l'ai dit tantôt. Ça permet d'avoir une idée sur les conditions de logement des Togolais. Et puis aussi les mouvements de la population, notamment les mouvements naturels, c'est-à-dire la natalité et la mortalité, et aussi les mouvements migratoires à travers les immigrations et les immigrations. À l'issue de ce recensement, nous allons aussi mettre en place une base de données qui permet de faire des enquêtes en terre censitaire, des enquêtes entre deux recensements. Puisque, à l'absence du recensement, comment faire des enquêtes pour avoir des informations dans des secteurs bien précis, notamment la santé, l'éducation et l'emploi. C'est cette base-là, issue du recensement, qui nous permettra de faire ces enquêtes et extrapoler à toute la population qui doit en faire une idée. C'est comme si on avait fait un recensement. Donc cette base est très importante. Nous allons aussi mettre en place une base de données SIG, c'est-à-dire qui intègre les infrastructures socio-collectives dans toutes les localités. Donc, à l'issue de ce recensement, on saura il y a combien d'infrastructures à Lomé, combien d'infrastructures socio-collectives dans chaque région, pour faciliter la planification, comme il a dit, du développement. D'accord. Donc, on va découvrir, enfin, on a, disons, des détails sur la population togolaise, qui fait quoi, qui est où, et ainsi de suite. Alors, on a compris donc que on collecte des données, on a des résultats. Alors, M. Mensah, dites-nous, à quoi serviront maintenant, in fine, ces résultats-là? Qu'est-ce que vous allez en faire, ou bien qu'est-ce que le Togo va en faire? Merci beaucoup. Le recensement, c'est une mine d'informations pour le pays. C'est une ressource, une très grande ressource. Et comme on l'a dit au début, c'est sur la base des données concernant la population qu'il faut planifier les actions de développement. Souvent, quand on dit recensement, on ne voit que les 2 ou 3 semaines pendant lesquelles les agents passent de ménage en ménage. Mais comme l'a dit tout à l'heure, c'est un processus qui dure depuis 5 ans. Ce processus-là, on a commencé ça en 2017 avec l'élaboration du document de projet. À un moment donné, on a fait ce qu'on appelait la cartographie censitaire, où on a essayé de répertorier le territoire, aussi le territoire national, les infrastructures, les géoréférencés. On sait maintenant, dans telle préfecture, il y a combien d'écoles, il y a combien d'hôpitaux, il y a combien de centres d'état civil dans telle commune. Voyez-vous, ça permet à ce que le développement local et participatif puisse être programmé sur la base d'évidences concrètes qui permettent à ce que on puisse mettre en œuvre des projets qui donnent les résultats qu'on veut, parce que les données de base qui ont servi à la planification sont fiables. C'est l'outil de planification. Le recensement, en clair, c'est un outil de développement. Si on ne fait pas le recensement, on fait la navigation à vue. Et donc, c'est pour cela que les partenaires techniques et financiers sont intéressés, parce que quand ils financent les programmes de développement, on veut s'assurer que ces ressources que nous donnons serviront à impacter la vie de tel nombre d'habitants dans telle localité. Ce recensement met en exergue également, a mis un accent particulier aussi sur l'inclusion, en ce sens que les personnes vivant avec le handicap, tout le monde sera recensé, on va savoir sur notre population quelle proportion a un handicap, quel type de handicap et quels sont leurs besoins. De sorte qu'on puisse prendre en compte ces besoins-là et ça va dans la droite ligne de la nouvelle feuille de route gouvernementale qui tient à ce qu'on ne laisse personne derrière. Donc c'est un outil de développement
Et c'est pourquoi tous les partenaires techniques et financiers sont intéressés à appuyer ce processus-là, parce que c'est ça qui nous permettrait de mettre un visage humain sur les actions de développement que nous soutenons. D'accord. Alors, nous l'évoquions durant, disons, ces préparatifs du recensement. On a donc compris qu'il commence depuis 5 ans. Il a fallu donc impliquer plusieurs acteurs et les partenaires, mais également les leaders communautaires, les leaders religieux et traditionnels. Et le 14 octobre dernier, donc on l'a compris, le ministre en charge de la décentralisation a rencontré justement ces chefs traditionnels, ces chefs religieux, histoire de leur permettre d'être les relais auprès des populations. Eh bien, nous allons vous permettre de suivre une fois encore le compte-rendu de cette rencontre et nous revenons sur ce plateau. Échange avec le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale et le ministre conseiller du président de la République, le prochain recensement de la population et de l'habitat, le 5e du genre. La réussite de l'opération passe également par l'implication de ceux-ci, un rôle qu'ils entendent jouer pleinement. Il ressort de la sensibilisation que nous avons reçue que c'est une obligation pour chaque citoyen de se faire recenser. À partir de là, comme leader religieux, notre rôle sera d'expliquer à nos fidèles l'importance de ce recensement et de les amener et tout doucement à bien se préparer, à recevoir les agents de recensement et à faire leur devoir de citoyen. Et nous repartons bien outillés. Ce qui serait très important, c'est le relais de l'information. Une fois de retour dans nos cantons ou bien dans nos préfectures, on va inviter les autres, leur relayer l'information. Et ce serait chose faite aussi à l'intérieur des cantons. Nous devons être confiants du fait que s'il faut se référer à la feuille de route gouvernementale, nous devons bien comprendre le bien fondé de ce recensement, qui ne mise que sur le développement. Pour un recensement réussi, nous devons nous dévêtir de nos manteaux politiques. Le ministre conseiller du président de la République, Pressem Fetio, a transmis aux participants le message du président de la République, message qui traduit l'attachement du chef de l'État à la réussite de l'opération. Mobilisons-nous pour un recensement bien fait et réussi, a-t-il conclu. S'adressant aux leaders d'opinion, le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, Payado Aboutessi, les a exhortés à plus d'ardeur. Qui mieux que vous peut aider le pays à sensibiliser les populations pour le succès de ce recensement, a laissé entendre le ministre d'État. Le recensement, c'est du 23 octobre au 12 novembre 2022. Le matériel est disponible, les agents recenseurs formés, à la population de jouer sa partition, se faire recenser. Voilà donc un reportage signé Iata Araté, mais c'était le 14 octobre dernier. Alors, Toby Djidjoli, la dernière fois donc vous avez rencontré le ministre, sûrement que vous avez peut-être eu à lui poser des questions pour mieux comprendre le recensement, comment cela va se dérouler. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre-là? Bien, et effectivement, comme je l'avais déjà dit, les premiers responsables de nos conseils de la chefferie traditionnelle au niveau de chacune des 5 régions étaient à cette rencontre. Et c'est une occasion qui nous a été donnée de comprendre le sens et l'importance du recensement. Et nous avons compris, avec les explications des techniciens de l'INSID et surtout de tout ce que le ministre Pré et le ministre d'État nous ont développé et surtout nous inviter à nous impliquer, nous avons compris que notre rôle est important dans ce processus. Et je dois peut-être préciser que depuis le déclenchement de ce processus, c'est un processus inclusif et participatif.
participatif et inclusif parce que au niveau de chacune de nos préfectures, il est mis en place ce qu'on appelle un comité local de recensement. Et au niveau de chacun de ces conseils ou bien de ces comités locaux, il y a un chef traditionnel qui siège. Donc ça fait l'implication des autorités traditionnelles dans le processus au niveau de nos préfectures respectives. Et en allant vers la base, toutes les communes ont également leur comité local. Chaque commune a un comité local. Et au niveau de chacune de nos 117 communes, il y a un chef traditionnel qui siège dans le comité local communal. Donc, les chefs traditionnels sont suffisamment impliqués. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire à l'issue justement de cette rencontre avec le ministre d'État? Il nous a été demandé, comme les premiers responsables de l'INSEED présents sur ce plateau viennent de le dire, nous devons nous impliquer fortement dans la sensibilisation. Sensibiliser nos populations sur l'importance de cette opération de recensement des populations et de l'habitat. Et leur faire comprendre que si quelqu'un dans un ménage, dans une famille, n'arrive pas à donner des données, sinon des informations fiables, c'est plutôt cette personne-là qui reçoit peut-être cette maladresse parce que tout ce qu'il va dire qui serait peut-être faux va impacter justement le développement de sa localité, de son canton, de son village ou de sa commune. Donc nous avons compris que nous devons sensibiliser la population à donner des informations vraies, à aller dire essentiellement, à répondre à toutes les questions telles que cela se vit dans les ménages. Je vais donner un exemple. On ne peut pas me demander, en tant que chef de ménage, combien d'épouses j'ai, et je vais dire que j'ai 2 alors que j'ai 4. Voilà. Je crois que nous devons comprendre l'importance de ce recensement en donnant des informations fiables, vraies, vérifiables. Voilà. Donc, et Toby, sûrement qu'avec les populations, vous leur avez rappelé aussi également que peut-être qu'on ne vient pas jouer les gendarmes derrière eux. Si quelqu'un sort une information, si je rebondis sur l'exemple que vous avez donné, peut-être qu'il a 2 femmes, et puis il y a 2 quelque part, en sortant le vrai chiffre, ça pourra poser problème. Oui, effectivement, nous leur avons dit que toutes ces données qui sont recueillies seront des données qui vont être préservées, qui seront dans des documents qui ne seront pas divulgués. Voilà. Et surtout, nous leur avons également dit qu'il ne faut pas confondre ce recensement général de la population à ce que nous faisons comme recensement lorsqu'il s'agit d'une élection. Voilà. Donc, nous leur avons suffisamment dit que un recensement général n'a rien à voir avec la politique. Et nous avons insisté sur cela pour que ceux-là qui penseraient que c'est pour permettre à nos ménages, à nos populations d'avoir peut-être tel ou tel parti politique derrière, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Toby. Alors, professeur Boukari, excusez-moi. Alors, dites-nous, tout à l'heure, on a suivi un participant qui rappelait, qui disait que, le recensement est une obligation pour chaque citoyen. Est-ce que vous l'avez compris également comme cela et à transmettre également aux fidèles musulmans? Merci beaucoup. Le 14 passé, au cours de la réunion, j'ai eu à prendre la parole et j'ai répondu au ministre Pré qui parlait d'adhésion.
Et j'ai rétorqué, je dis que non. On ne doit pas parler d'adhésion. On doit nous dire, les chefs traditionnels et religieux, qu'il s'agit d'une obligation empreinte d'affection et de responsabilité. Je veux le dire directement aux autorités supérieures. Tout à fait. Et j'ai eu aussi à préciser que tout ce qu'on a vu, il y a un message à passer aux agents de recensement. Les chefs traditionnels doivent être leurs collaborateurs. Tout à fait. Ils doivent être avec eux. Et j'ai eu aussi à préciser que, bon, en 1960, on était petits. Moi, j'ai été agent de recensement. C'est très différent. Maintenant, ils ont des avantages. Mais de village en village, on nous confiait de chef en chef. Voilà. Et ça, c'était au sud-ouest, en ce moment, de la circonscription identique de Bassar. C'est-à-dire du Mori, quoi. Aujourd'hui, Donc, j'ai eu à le préciser. Et j'ai eu aussi à dire que dans les arguments, il y a un argument fondamental qui doit être passé aux acteurs de développement que sont les ONG, les associations. Parce que ce recensement qu'on est en train de faire, je souhaite qu'il sera bien fait. Et ce sera aussi la fin de ce que nous appelons au cours de nos réunions la fin de la guerre des chiffres. Les partenaires nous donnent des chiffres, d'autres alors donnent que des sur le chiffres. terrain, c'est Mais tout si autre. ce recensement a été bien fait, nous avons une base de données fiables pour tout le monde. On ne discute plus. Et ça permet aux gens de faire une bonne analyse quand on veut faire des projets. Des projets. Et les projets Donc, pourront atteindre au leurs niveau cibles. des leaders religieux, comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà le cadre. Il suffit de dire tel et le processus commence. Voilà, et le processus sera enclenché. Voilà. Merci beaucoup, professeur Boukari. Alors, monsieur Fankeba, on revient peut-être maintenant dans les détails de l'opération elle-même. Alors, dites-nous, qui recense-t-on concrètement? Qui peut être recensé? Bon, avant de répondre à cette question, je voulais revenir un peu sur l'obligation de se faire recenser. D'abord, c'est une opération très importante qui est régie par des tests, dont le décret que vous avez cité en introduction, le décret cité par le président de la République, pour donner un peu l'importance de la chose. Secondo, ce recensement est régi par la loi statistique. Et dans cette loi statistique, il est stipulé que le Togo doit organiser chaque 10 ans son recensement. Et que toute la population est tenue à répondre aux questions qui leur seront soumises. Donc, avec ce test, le recensement est obligatoire pour toute la population togolaise. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, M. Bankeba, avant de revenir à l'autre question, alors c'est une obligation, et quand quelqu'un refuse de se faire recenser, qu'est-ce qu'on fait? Bon, dans la loi, il y a prévu aussi des sanctions. Cette loi statistique, il y a des sanctions. Donc, on ne va pas donner, on ne va pas menacer. Mais nous sommes dans la phase de sensibilisation pour permettre aux gens les gens vraiment à comprendre que plus c'est l'intérêt de la chose. Donc, c'est ça l'objectif que nous poursuivons actuellement. Alors, qui peut être recensé durant ce 5e recensement? C'est une question pertinente. Le recensement concerne toute la population qui vit au Togo, que ce soit les nationaux ou les étrangers, quel que soit l'âge et le sexe. Tout le monde est concerné par le recensement général de la population. Okay. Donc on recense les nationaux, les étrangers. Je pensais que c'était juste pour les Togolais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le recensement général de la population et le recensement de la population d'un pays. Ce n'est pas le recensement des Togolais, mais c'est le recensement de la population togolaise. Il y a une différence. Donc, ça veut dire que les expatriés, les Togolais qui ne sont pas au Togo ne sont pas recensés.
Ok. Donc les Togolais de la diaspora ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Ils ne font pas partie de la population togolaise, bien qu'ils soient togolais. Okay. Par contre, toutes les populations étrangères, d'autres nationalités qui vivent au Togo, vivant sur le sol togolais, font partie de la population togolaise et doivent se faire recenser pendant la période du recensement. Ok. D'accord. Alors, ça, c'est clair. Donc, vous recensez, si je prends un exemple, un agent recenseur arrive dans une maison, il y a papa, maman, les enfants il y a des adolescents, des enfants de 3 ans, 2 ans et tout. On les recense tous? Oui, en fait, le recensement, c'est pas individuel. OK. Quand un agent recenseur arrive dans un ménage, il s'adresse au chef de ménage. Ou à défaut, quelqu'un qui a même de répondre aux questions, de donner des informations sur les différents membres du ménage. Donc, ce n'est pas... Donc, tous les hommes, même un enfant qui vient de naître, si l'agent recenseur arrive dans le ménage, cet enfant doit être recensé. Quand on dit il doit être recensé, c'est-à-dire qu'il doit être compté parmi les... Voilà. D'accord. Alors, justement, M. Fankiba, disons que vous embrayez déjà sur peut-être l'autre question. Alors, quelles sont les étapes? Expliquez-nous un peu le processus de recensement concrètement. Comment cela se déroule? Merci. Bon, avant d'envoyer les agents sur le terrain, d'abord, ils ont été recrutés sur certaines bases, sur des critères bien définis. Après, ils ont été formés. Mais c'est ces derniers qu'on va déployer sur le terrain pour faire le travail. Ils sont combien au total? Ils sont pratiquement près de 15 000 agents. Parce que nous avons plusieurs personnels de terrain. C'est le tout qui fait 15 000. Bon, si vous permettez, je vais citer un peu. Oui. Nous avons, au niveau régional, nous avons des coordinateurs régionaux, nous avons des superviseurs régionaux que nous avons nommés administrateurs régionaux. Et au niveau de chaque préfecture, nous avons un superviseur préfectoral. Et celui-ci travaille avec des contrôleurs qui sont affectés dans les cantons. Et chaque contrôleur travaille avec des chefs d'équipe. Et au bas de l'échelle, au bout de la chaîne, nous avons les agents recenseurs. Et c'est eux qui vont de ménage en ménage poser des questions et collecter les informations de ménage. D'accord. Donc, alors, Monsieur Mensah, disons que pour la partie technique, entre griffes, voilà, c'est cela. Alors, parlez-nous un peu du groupe des partenaires qui portent cette 5e opération de recensement. Merci beaucoup. Je voudrais profiter quand même pour revenir un peu sur qui doit être recensé. Oui. À part toute personne qui vit sur le territoire togolais qui soit recensée, on recense également les personnes décédées au cours des 12 derniers mois. Ah bon? Oui. Dans chaque ménage, on peut savoir est-ce que entre octobre 2021 et octobre 2022, est-ce qu'il y a eu un décès dans le ménage? Il ne faut pas que les chefs de ménage hésitent à donner ces informations. C'est avec ça qu'on arrive à calculer le taux de mortalité. OK. D'accord. Ça fait partie des mouvements de la population. Le directeur parle tantôt de la natalité, la mortalité. Avec les naissances, on va calculer la natalité, mais avec les décès on va calculer la mortalité pour savoir sur 1000 Togolais combien au moins décèdent. Okay. Voilà, c'est bien très important de le signaler pour que cela ne fasse pas tiquer. Voilà, quand on vient demander à quelqu'un qui est mort dans cette famille. On recense les morts ou les... Voilà, donc c'est important que les événements des 12 derniers mois soient recensés. Maintenant, par rapport aux partenaires qui accompagnent le gouvernement togolais dans ce processus, nous en avons plusieurs. Nous avons la Banque mondiale qui finance l'opération. Fondation pour la population en tant que UNFPA, que le gouvernement a reconnu comme chef de file de tous les partenaires impliqués. Il y a la CEA, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies d'Addis Abeba. C'est la CEA qui nous a fourni les 15 000 tablettes grâce au plaidoyer très soutenu du gouvernement et de l'UNFPA. C'est pas rien, c'est beaucoup de sous. Il y a la GIZ qui finance également cette opération. Il y a le PNUD, l'UNICEF, l'OIM, Organisation internationale pour la migration,
Là, vous avez parlé tantôt de l'inclusion, la FITAF, Fédération togolaise des personnes handicapées. Allez, donc, voilà les principaux partenaires qui accompagnent le gouvernement dans ce processus. Mais tout partenaire technique et financier est toujours bienvenu pour continuer à apporter l'appui nécessaire. Parce que tout ne s'arrête pas à l'opération de collecte de données et à la phase d'analyse des données pour sortir les résultats que les gens vont utiliser. Après ce dénombrement, il y aura ce qu'on appelle l'enquête post-censitaire pour essayer de mesurer la couverture, pour voir si le pays a été bien couvert par ce recensement ou pas. C'est très important. Et le traitement des données, l'analyse, la publication des résultats. En fait, quand on fait le recensement, les années suivantes, il faut exploiter ces données-là pour que ça puisse être effectivement utilisé. C'est ça l'intérêt du recensement. Donc, nous profitons de ce plateau pour toujours lancer l'appel à tous les autres partenaires qui voudraient bien accompagner ce processus de se manifester. Ça ne sera pas de trop. D'accord. Alors, Monsieur Mensah, qui dit accompagnement, on sait que ça parle également de... Ce n'est pas seulement l'accompagnement technique, mais il y a l'accompagnement financier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu combien coûte cette opération-là? Ok, merci beaucoup. Le recensement, c'est une opération très lourde. Et le budget global de ce recensement-là se titre à 8 milliards 800 millions à peu près. 8 milliards 800 millions de francs CFA. Quelque part, quelqu'un va dire que c'est trop cher. Pourquoi 8 millions? Mais par rapport à toutes les informations... Oui, 8 milliards. Hein, c'est cher, mais quand on voit toutes les informations qu'on aura sur chaque individu, si vous répartissez 8 milliards sur à peu près 8 millions que nous sommes au Togo aujourd'hui, c'est pratiquement 1000 francs par personne. Donc, c'est parce que c'est une opération qui va au détail pour toucher chaque individu. Hein, et donc, l'information a un coût. Tout ce qui est mobilisé pour faire ce processus pendant sur 5 ans minimum, c'est pas petit. Donc, c'est ça l'opération. Et donc, si le gouvernement togolais a accepté de mettre 8 milliards de francs CFA dans une opération comme telle, et que les partenaires l'accompagnent, c'est que c'est important. C'est important. Parce que tout le monde en a besoin. C'est ça notre outil de développement. Et il faut s'y mettre. D'accord. Alors, M. Fankiba, tout à l'heure, disons que le professeur Boukari avait évoqué peut-être son expérience en disant en 1960, les agents recenseurs étaient aidés par les leaders communautaires, les chefs traditionnels et les leaders religieux. Alors, est-ce que dans ce 5e recensement également, vos agents devront compter sur la collaboration des leaders communautaires également, ou comment cela va se passer? Bon, est-ce que je peux revenir en arrière avant de répondre à votre question? Bon, pour revenir sur le dénombrement dans les ménages qui est recensé, j'avais donné un peu... Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que lorsqu'on arrive dans un ménage et qu'un membre du ménage est absent, il est en mission, pour une courte durée, il est recensé comme membre de ce ménage. Bon, vous avez dit qu'on ne recense pas les Togolais de la diaspora. Mais pour quelqu'un qui a voyagé pour 1 mois, 2 mois... Pour 1 mois, 2 mois, qui ne cède pas 6 mois, il est recensé. Il vit au Togo? Il est résident, il vit. D'accord. Il est membre du ménage. Donc, d'où l'importance pour chaque, disons, chef de famille de donner toutes les informations possibles. Voilà, sinon, nos agents sont formés dans ce sens. Voilà, ils vont poser... Voilà, ils vont bien poser ces questions pour... Parce que tout ça, c'est pour éviter les doubles comptes. Parce que quelqu'un qui a voyagé pour 3 mois ou bien 1 semaine, s'il est recensé, il sera recensé de l'autre côté aussi. Et ça, il te fait double compte. Maintenant, ce qu'on a dit, au cours de la période, il sera recensé ici, comme résident, mais de l'autre côté aussi, il sera recensé, mais comme visiteur. Là, ça veut dire double compte. Puis les gens nous posent souvent ces questions. Si je ne suis pas là, que l'agent recenseur arrive, donc je ne serai pas recensé. C'est comme s'il ne serait pas recensé. Alors que le recensement n'est pas individuel. Comme je l'ai dit, c'est un membre du ménage qui répond au nom de tous. Même s'il n'est pas absent, on peut avoir les informations sur lui. Maintenant,
Par rapport à la collaboration, avec les chefs religieux traditionnels. Comme l'a dit Togbi tout à l'heure, dans ce processus, nous avons mis en place un certain nombre d'organes. Et parmi les organes, il a cité le comité local du recensement, dans lequel font partie les chefs cantons. Donc c'est pour vous dire que les chefs sont tellement impliqués dans ce processus. C'est eux qui sont proches de la population. Et comme le professeur l'a dit, c'est la même chose. La stratégie n'a pas changé. Okay. Lorsqu'un agent arrive dans une localité, la première des choses, c'est de se référer au chef du village, s'annoncer et lui expliquer clairement l'objet pour lequel il est dans la communauté. Et ce que nous demandons des leaders, les chefs traditionnels, c'est un accueil, qu'ils arrivent à accueillir. Il faut qu'ils accueillent l'agent recenseur, que ce dernier soit intégré dans la communauté afin qu'il puisse faire bien son travail. Donc, dans notre processus, les chefs traditionnels occupent une place très importante dans le processus. Alors, M. Fankiba, dites-moi, quand vous dites qu'ils soient intégrés, ça voudra dire que les agents recenseurs vont passer un certain nombre de temps dans la communauté? Effectivement, puisque le recenseur, c'est du 23 octobre au 12 novembre. Pendant cette période, l'agent recenseur est dans une localité pour faire le travail. Okay. Donc, il réside dans cette localité. C'est à la fin qu'il replie sur là d'où il est venu. D'accord. Et M. Fankiba, alors peut-être pour revenir, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de questions qui seront posées? Parce que quand vous me dites qu'on rencontre un chef de famille, on lui pose des questions. Est-ce qu'on lui demandera, par exemple, combien de fois vous mangez à la maison ou comment ça se passe? Ok, merci. Les questions sont très simples. Ça concerne les caractéristiques des populations. D'abord, il y a des questions qui posent les caractéristiques des populations, notamment l'âge, le sexe, la nationalité, la religion, le niveau d'instruction. Okay. On pose la question sur la pratique agricole. Est-ce que le ménage possède des terres agricoles? On pose la question, comme il a dit, sur les naissances des 12 derniers mois. C'est ça qui nous permet de calculer la natalité. Les questions sur les décès des 12 derniers mois. Il y a aussi des questions sur l'immigration, les Togolais qui ont quitté le pays pour d'autres destinations. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les raisons pour lesquelles la personne est partie. Okay. Il y a aussi des questions sur les caractéristiques des ménages en termes de logement. Quels sont les modes d'évacuation, par exemple, des ordures, le mode d'évacuation des eaux usées, et les sources d'approvisionnement en eau de boisson, puis la possession des biens. Ok. Donc, est-ce qu'on peut demander dans la famille, vous avez combien de véhicules? Oui, c'est des questions qu'on pose. Puis ça nous permettra après de calculer un indicateur très important pour nous, le niveau de vie. Okay. C'est avec ces informations qu'on calcule le niveau de vie des ménages. Donc c'est très important. Donc nous appelons les chefs de ménage, il faut qu'ils donnent des informations. À être vraiment franc, à donner les vraies informations. Ce n'est pas évident, mais bon. Ok, alors, Togbi, je reviens à vous. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà commencé le processus de sensibilisation, vous avez déjà commencé quelque chose? Oui, bien sûr. Ah, alors comment cela s'est passé? Depuis notre rencontre avec le ministre d'État le vendredi passé, le travail que nous avons fait au niveau de chacune de nos régions, c'est de donner les informations que nous avons recueillies. C'est ce que nous avons appelé la restitution de tout ce que nous avons reçu comme information, comme message au cours de cette rencontre avec le ministre d'État. Et maintenant, nous avons demandé à chaque conseil préfectoral de pouvoir mobiliser les chefs de canton, de chefs de village au niveau de chaque préfecture pour pouvoir donner également les messages et leur expliquer l'implication de la chefferie traditionnelle dans la sensibilisation de nos populations. Nous avons fait ça. Et même aujourd'hui, ce soir, au niveau de la préfecture du Golfe, nous avons délégué 3 agents gongonneurs pour avoir les informations fiables, pour pouvoir
faire le gongonnage au niveau de nos populations, dans nos communautés, pour les informer de ce démarrage qui est prévu pour le dimanche le 23. Voilà quelques opérations, quelques actions que nous qui avions participé à cette réunion, nous avions menées au niveau de nos communautés respectives. Et puis vous leur avez, est-ce que vous avez eu le temps de leur rappeler également que bon, ils auront des questions un peu enfin qui touchent un peu à leur intimité, mais qui se sentent libres de répondre. Nous, comme on nous a suffisamment donné entretenu ces informations sur certaines questions qui sont des questions plus ou moins confidentielles qu'on va nous poser, nous avons également partagé cette information avec nos collègues pour leur dire qu'il faut quand même que la population soit informée que, par exemple, on vous demandera combien de véhicules vous avez, combien de maisons vous avez, quel type d'habitat dans lequel vous vous logez. Voilà. Ce n'est pas pour vous savoir si vous êtes voleur ou pas. Voilà. Je crois que ces informations-là, nous avons suffisamment partagé cela pour qu'au niveau de nos populations, de nos communautés, ils soient déjà informés que ce sont ces genres de questions qui viendront voilà, et qu'on leur posera. Qui ne soient pas choqués ou réticents à répondre. Ah oui. Alors, maintenant, comme le directeur Fankeba vient de le dire, nous avons beaucoup insisté sur le comportement des agents recenseurs. Voilà. Parce que lorsque vous posez la question d'une façon qui prête à confusion, vous êtes soupçonné, l'agent va être, plutôt l'intéressé sera beaucoup plus réticent. Voilà, il sera braqué. Voilà, pour ne pas donner la vraie réponse. Donc, il y a aussi cet aspect sur lequel nous avons insisté lors de notre rencontre avec le ministre d'État, que nous devons, les agents recenseurs sont suffisamment, je dirais, recyclés et informés pour qu'ils ne viennent pas montrer surtout leur savoir-faire, leur caractère intellectuel devant nos populations. Et surtout un agent recenseur qui se retrouve dans une maison où peut-être le chef de famille n'a pas le même niveau d'instruction. Voilà, que cela ne soit pas sujet à confusion. Alors, professeur Boukari, à votre niveau, ça a déjà commencé dans les mosquées où on attend le démarrage de l'opération. Et nous avons commencé. À la dernière rencontre, j'avais demandé aux techniciens de nous envoyer les messages et les types de questions. Voilà. Parce que dans nos stratégies, nous avons les prédicateurs, nous avons des imams. Donc, une fois qu'on a ces messages, on va aussi les traduire en arabe parce que nous avons des imams qui ne parlent que ça. Voilà. Il y a ce premier point que nous sommes en train de finaliser. Puis après, avec un communiqué, on envoie les documents et le travail va commencer. Nous avons aussi insisté au niveau des imams qui vont expliquer aux gens. Parce qu'il y a des heures. Okay. Pour ces heures, s'ils vont à la mosquée, il y en a qui partent à 6 heures, ils ne viennent que 8 heures. Parce qu'entre Maghreb et Isha, ils sont à la mosquée. Okay. On leur dira, si vous êtes absent, dites à madame de leur dire de revenir demain à telle heure, je serai là. Pour leur donner les informations. Nous avons aussi une population musulmane délicate. Ce sont la population étrangère, musulmane. Et dans les antécédents, pour les autres recensements, nous avons eu des problèmes. Et il est prévu, le président on en a parlé hier, une rencontre avec les chefs de ces communautés étrangères qui sont avec nous. Pour leur expliquer, le processus. La nécessité de se faire recenser. Ils sont là. Ce n'est pas pour savoir combien vous êtes, ce qu'il faut faire, non. Il s'agit, nous voulons savoir
ceux qui vivent au Togo, comment ils comme vivent, ils sont. dans quelles conditions et tout ça. Et les Togolais et les non-Togolais, comme nous sommes nous dans le pays. D'accord. Merci beaucoup, professeur, donc, pour toutes ces dispositions prises. Très rapidement, Monsieur Fankeba, je reviens à vous. Alors, nous parlons des dispositions prises et tout. Au niveau des agents recenseurs, est-ce qu'il y a, disons, une procédure que vous leur avez peut-être inculquée quand un agent arrive quelque part? Comment se comporte-t-il? Quand il arrive dans un ménage, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Ok, merci. D'abord, quand vous prenez le manuel de l'agent recenseur, tout est décrit dedans. Ça, c'est l'introduction même. C'est très capital parce que le premier contact est très important. Si vous le ratez, c'est que vous avez tout raté. Donc, c'est ces éléments qu'on inculque à nos agents. Et il y a l'habillement aussi qui compte. Donc, pour éviter de frustrer des ménages à travers, par leur habillement, nous avons imposé c'est-à-dire que tous les agents auront une tenue. Voilà. Et ce seraient des gilets. Des gilets qui permettront aussi qu'on les reconnaisse comme agents recenseurs. Et sur ces gilets, il y a les logos de l'INSEE, les logos du recensement, et puis de certains partenaires. Et le comportement aussi, on a beaucoup insisté sur ça parce qu'il y a eu des cas que nous avons réussi de par le passé. Ces cas ont été présentés à ces agents pour leur demander vraiment de se comporter, d'être en harmonie avec les communautés dans lesquelles ils sont. Donc, ils ont été aussi souvent instruits sur ces aspects-là. Et nous comptons qu'ils vont bien se comporter au cours de cette période. D'accord. Donc, on croise les doigts pour que tout se déroule bien. Et M. Fankeba, avant de commencer cette émission, je vous demandais, c'est vrai qu'on a décidé que le recensement commence le 23. Le 23, c'est un dimanche. Pourquoi pas lundi et tout. Alors, je vous demandais pourquoi vous avez choisi ces jours-là. Il faut commencer lundi et normalement et finir. Alors. Ok, merci. Bon, pour nous, techniciens, pour nous qui sont dans la collecte des données, c'est une information très capitale, très importante. On se comprend. En fait, nous jouons beaucoup plus sur la disponibilité des ménages. Or, c'est les week-ends que les ménages sont disponibles pour nous donner des informations. C'est pourquoi nous avons fixé un dimanche pour commencer le recensement. Le temps de ratisser beaucoup de ménages. Voilà qui est compris, parce que depuis plusieurs jours déjà, les questions arrivent. Pourquoi c'est un dimanche? Alors, Monsieur Mensa, peut-être une dernière question avant de faire le tour de plateau. On a compris, le processus, il est long, il est lourd, il est coûteux et tout. Alors, finalement, que gagne le Togo avec ce recensement-là? Merci beaucoup. Peut-être avant d'aller sur cette question, je voudrais revenir un peu sur la nécessité de rassurer les populations qui sont recensées, que les informations qu'ils vont donner sont protégées par ce qu'on appelle le secret statistique. La loi statistique prévoit ça, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais publier quelque part dans un rapport, dans un document, que tel individu qui s'appelle comme ça ici a dit que les informations sont agrégées. C'est anonymé, c'est pas on a besoin de prendre les noms à l'enregistrement juste pour pouvoir relier les informations et les contrôles après. Mais quand ça va faire publier, ce ne sera pas individualisé. Personne ne verra ces informations que c'est tel qui a dit ceci ici, non. Donc il faut rassurer les populations sur ce secret statistique-là. Et les agents sont formés pour ça. Les acteurs de la question, c'est leur spécialité. Donc ça, il faut que tout le monde soit rassuré, que personne ne verra un jour son nom publié quelque part avec ces informations. Ça n'existe pas dans un recensement. D'accord. Voilà. Que gagne le Togo? Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, le recensement, c'est un outil de développement. Le Togo gagne à savoir, en 2022, combien sommes-nous au Togo? De quel âge? Combien de jeunes de telle tranche d'âge avons-nous? Combien d'enfants en âge d'aller à l'école sont là aujourd'hui? Est-ce que nos salles de classe que nous avons suffisent pour avoir des effectifs raisonnables dans les salles de classe? Les enseignants que nous avons, puisque chaque individu sera recensé aussi suivant sa profession. Ce que chacun fait. C'est pourquoi c'est important de recenser tout le monde, Togolais comme étrangers, mais vivant au Togo,
Les gens font des activités. Qui fait quoi dans l'activité économique? Donc, ce recensement permet d'avoir une photographie du pays. Oui. En termes de population et en termes d'infrastructure. J'ai parlé tantôt de la cartographie qui a été réalisée pendant plus de 6 mois, entre juillet 2021 et avril 2022. Ça a permis de cartographier les infrastructures qui existent sur le territoire national. Cela permet par exemple de savoir que dans telle commune, il n'y a pas assez de centre d'état civil, par exemple. Il faut en mettre. Ça permet de savoir que dans telle préfecture, il n'y a pas suffisamment de structures de santé avec un plateau technique conséquent pour résoudre le problème de santé de la population. C'est ça qui permet au pays d'avoir une idée claire de ce que le Togo est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie de la population. Les programmes de développement qui seront élaborés se baseront sur les données fiables fournies par ce recensement-là. Comme je l'ai dit, c'est un outil de développement et c'est avec ces données que le gouvernement, par exemple, pourrait mieux cadrer, calibrer la feuille de route gouvernementale pour les actions qui vont être menées et pour faire une évaluation de ces actions-là après. Ça nous permet de savoir, bon, en 2022, voici où on en était. Après 5 ans, qu'est-ce que nous avons fait, comment avons-nous évolué. Donc, c'est une base. On appelle ça souvent baseline data. C'est les données de base pour permettre d'aller dans l'avenir évaluer ce qu'on a fait entre-temps. Donc, c'est un outil vraiment indispensable pour la planification du développement économique et social basé sur l'évidence et aussi sur le principe de ne laisser personne derrière. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mensah. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous parlions justement du 5e recensement général de la population et de l'habitat qui commence donc le dimanche 23 octobre. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire très rapidement un tour de plateau, histoire de recueillir, disons, vos mots de fin, peut-être vos appels à lancer à l'endroit des populations. Alors, professeur Boukari, nous allons commencer avec vous. Alors, si vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs ce soir. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les initiateurs, les organisateurs à tous les niveaux. Je voudrais aussi dire que les leaders religieux ont pris ce problème à cœur et que nous y mettrons pour que les choses réussissent. Parce que pour nous, ce n'est pas un travail récent, c'est quelque chose que nous devons ajouter à nos programmes de prêche, de prédication, etc. Deuxièmement, les leaders religieux vont essayer de traduire avec fidélité ce qui nous a été dit, les documents de questionnaires, etc., que nous avons demandé à la dernière réunion de nous transmettre. Maintenant, je voudrais m'adresser aux organisateurs et à un groupe non religieux mais important compte tenu de mes activités. Je pense que on doit aussi toucher la société civile. Ce groupe-là, d'ONG, pour leur expliquer. Parce qu'à la fin, ils seront les premiers bénéficiaires. Tout à fait. La guerre des chiffres sera terminée, mais il faut qu'au début, ils participent à ce travail-là. Donc, pour les religieux que nous sommes, nous ferons le maximum qu'il faut. On ne s'évitera d'expliquer, de faire le suivi de nos agents, de nos collaborateurs. Et je pense que le résultat sera bon, nous serons tous contents et le développement ira de mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bouraïma Boukari. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de l'Union musulmane du Togo, président de l'Association des confessions religieuses du Togo pour la santé et le développement. Togbi, votre mot de fin. Merci. Je voudrais aussi inviter nos concitoyennes et nos concitoyens
à user de leur sens élevé de patriotisme et de civique pour que les 2 ou 3 semaines que va durer cette opération de recensement, nous puissions vraiment afficher un comportement citoyen vis-à-vis de tous les agents recenseurs qui vont nous rendre visite dans nos ménages respectifs. Je crois que à partir des informations que nous venons de partager sur ce plateau, c'est grâce à ce recensement que le Togo doit afficher un autre visage de son développement. Et chaque citoyen doit participer activement à l'élaboration de ce plan de développement qui sera, à partir de ce recensement, élaboré pour le mieux-être de nos populations. Voilà ce que je voudrais faire comme un petit appel à nos populations à la veille de cette grande opération de recensement général de nos populations. Merci beaucoup, Togbi Djidjoli Detou 10, chef canton d'Aflao Gatli, rapporteur du Conseil national des chefs traditionnels du Togo. Monsieur Mensan, votre mot de fin. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à féliciter l'INSED pour ce travail de longue haleine qui est mené depuis plus de 5 ans. Le gouvernement a marqué vraiment son leadership dans ce processus-là, parce que le recensement général de l'habitat, c'est après tout une activité régalienne de souveraineté nationale. Nous saluons vraiment le leadership du gouvernement dans ce processus et la disponibilité de tous les acteurs à y contribuer. En notre qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers impliqués, nous voudrions profiter de ce plateau pour saluer la disponibilité des partenaires qui ont bien voulu mettre leurs ressources pour accompagner le gouvernement dans ce processus-là. Et nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite. Nous invitons chaque individu de la population, homme comme femme, de se prêter à l'exercice en ouvrant nos portes aux agents qui vont venir vers nous, en leur réservant un bon accueil et en leur fournissant l'information vraie et complète pour que nous puissions avoir des données fiables et de bonne qualité, de sorte que nous ayons un outil efficace qui nous accompagnera dans nos efforts de développement pour le bien de la population. Chacun de nous est appelé à jouer sa partition, que chacun fasse sa part pour qu'à la fin de la journée, on puisse dire que le Togo a gagné. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kanazogo Kossi Mensan, chargé de programme Population et Développement à l'UNFPA Togo. L'UNFPA Togo, donc, qui est, disons, le chef de file des partenaires de ce 5e recensement général. Alors, Monsieur Fankiba, votre mot de fin. Ok, merci. Nous avons, au cours de cette émission, parlé de l'intérêt du recensement général de la population. Et je voudrais revenir là-dessus pour vraiment solliciter de la part de tous les Togolais leur adhésion, comme les bons, que c'est une obligation. Une obligation. Pas une adhésion, c'est une obligation pour les Togolais de se faire recenser. Comme l'a dit vos collègues de l'UNEPI, quand tout le monde y gagne. On n'a pas le droit de ne pas se faire recenser. Et je profite également pour remercier tous ceux qui nous accompagnent, dans la société civile, les chefs traditionnels, les leaders religieux, tous ceux-là qui nous accompagnent, même les médias qui nous accompagnent. C'est vraiment un sincère remercie de la part du coordonnateur national de ce recensement pour tous les efforts fournis dans ce sens. Bon, le docteur a parlé de la société civile. C'était pour vous rassurer que tout le monde est impliqué. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Mais les parlementaires sont impliqués. Le secteur privé également est impliqué. Voilà. Tout le monde est impliqué. Nous avons tout fait pour toucher tous les acteurs pour que le processus puisse réussir. Donc c'est l'occasion de demander quand même à tous ces acteurs de ne pas se fatiguer, de nous accompagner dans ce processus.
et dire un grand merci à la TVT pour l'opportunité qu'ils nous a offerte pour parler de ce projet qui tient vraiment au gouvernement. Et sa réussite, dépend de nous tous. Voilà, de nous tous, voilà. C'est le recensement de toute la population. Les médias font partie de la population, donc disons que c'est un devoir pour nous également. Merci beaucoup, Monsieur Souradi Fankeba. Je rappelle donc que vous êtes le chef du bureau central de recensement, directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSED. Nous parlions donc du recensement, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez donc compris, le recensement est un véritable outil de planification et de développement. Et il y a une obligation pour chaque citoyen, c'est une obligation pour tous de se faire recenser. Et à la fin, cela permettra au Togo de disposer de données exhaustives, fiables et détaillées sur la population. Et tout cela pour le mieux-être, pour le développement du pays. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et nous espérons tous, nous souhaitons donc un bon recensement à partir du 23 octobre prochain. Et l'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.